Je suis très heureux de faire cette présentation-là. Donc, en partenariat avec la FFB, l'objectif, c'est de se poser la question comment mieux gérer mon chantier avec le Lean Construction. Et plus généralement, c'est une présentation, une sensibilisation au Lean Construction. On a 1 heure devant nous. On va essayer de faire 50 minutes de présentation, 10 minutes de questions. Ça va être assez dense. Je ne vais pas m'arrêter de parler. N'hésitez pas à me couper ou à lever la main pour qu'on vous donne la parole. Moi, je vais quand même dérouler les choses. On pourra après revenir soit sur les diapos que vous avez notées intéressantes et que vous aimeriez que je rentre un peu plus en détail, soit sur des applications autres. Donc, je vais me présenter assez rapidement. Je m'appelle Alexandre Docteur, je suis chef de projet, formateur et coach. J'ai un parcours un petit peu atypique parce que j'ai commencé par un CAP plomberie, donc au bas de l'échelle, on va dire, jusqu'à un bac+5 avec mon master 2 énergie. Par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai acquis une bonne connaissance, une bonne culture dans le bâtiment parce que je suis passé un peu par toutes les phases, vraiment de l'ouvrier stagiaire, ouvrier exécutant, jusqu'à de l'encadrement. Et maintenant, du Lean Construction, où on est plus sur un nouveau métier que j'ai appelé manager de chantier. Alors, je pense aujourd'hui en France, je suis le seul à appeler ça comme ça, mais peut-être que demain, on aura des managers de chantier qui managent l'ensemble du chantier. Ce que j'ai fait avant de faire du Lean, ou en tout cas, où est-ce que j'ai appris le Lean? C'est quand j'étais chef de projet dans la construction navale en Allemagne. Je m'occupais de la construction de 2 gros paquebots de croisière XXL pour un armateur chinois, des paquebots qui peuvent accueillir 11 000 personnes à l'intérieur, qui sont des monstres d'acier, plusieurs dizaines de tonnes, même peut-être centaines de tonnes d'acier qui doivent flotter sur l'eau. Et en fait, je me suis rendu compte que ces paquebots, on les construisait entièrement en autant de temps qu'en France, il nous fallait pour construire un immeuble de 20 ou 30 logements. Et là, je me suis dit, il y a un problème en fait. Parce qu'il y en a un qui construit sur la terre ferme tranquillement et juste pour 30 logements. Et l'autre, on va mettre 5000 cabines à l'intérieur, des cinémas, des ponts, des casinos. Et on va mettre autant de temps pour le faire. Et donc là, ça a vraiment été une excellente école, l'industrie allemande pour moi, pour comprendre ce que c'était le Lean. Et à partir de là, j'ai décidé de revenir en France pour appliquer ces méthodes à la construction. Avant cela, j'étais chargé d'affaires en CVC, chauffage, ventilation, climatisation, chez Engie pendant 5 ans. L'émission que j'ai chez Delta Partners, je suis l'OPC Lean, donc le pilote Lean du défilé du 14 juillet 2020, donc l'année dernière, et 2021, cette année. Donc c'est quand même un projet, un événement assez prestigieux. Je suis chef de projet de grands chantiers Lean Construction sur Paris. Donc, je m'occupe d'un chantier de 250 millions d'euros. C'est un hôtel de 1000 chambres sur Paris. Donc, il n'y en a que 2 avec une aussi grande capacité. Où, en plus, il y a une construction de bureaux, de logements et une rénovation complète d'un centre commercial de 3 étages. Donc, c'est vraiment un très gros projet en ligne qu'on fait au centre de Paris. Je fais pas mal de planification et de pilotage de chantier en entreprise générale où j'interviens en tant que coach. Et enfin, j'ai aussi des missions OPC Lean classiques de chantier où je m'occupe par exemple d'un chantier de 132 logements et j'y vais 1 fois par semaine pour mettre de la méthodologie, faire du pilotage et faire en sorte que les entreprises continuent à travailler ensemble, donc à appliquer les principes du Lean Construction. C'est-à-dire que moi, je forme et je coach, mais aussi je suis acteur de cela. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai des chantiers moi-même où je suis en responsabilité et où je dois prouver tout l'intérêt de la méthode. Donc, c'est très formateur aussi pour nous, pour moi, et ça me permet en plus d'améliorer mon coaching et mes formations. Pour parler rapidement du cabinet Lean Construction, il a été créé par le fondateur Patrick Dupin, qui a aussi écrit le livre Le Lean appliqué à la construction, qui a été le premier ouvrage en France à parler du Lean Construction. Nous avons un rayonnement sur toute la France et à l'étranger. Je fais aussi pas mal de chantiers en Suisse, en Lean Construction. Et nous avons accompagné plus de 300 projets depuis notre création. Notre expertise, ça va être de l'AMO, conception et réalisation, donc assistance à maîtrise d'ouvrage, du coaching de maîtrise d'œuvre et d'entreprise générale en Lean Construction, de l'OPC Lean, où on va être en responsabilité pour du pilotage et de suivi de travaux de projets de construction, de la formation, où je prends beaucoup de plaisir, comme ce que je vous fais ici,
Et enfin, l'accompagnement d'entreprises en partenariat avec la FFB. Avec la FFB, on accompagne à peu près 50 entreprises par an, dans lesquelles on va injecter du lean à l'intérieur de l'entreprise pour mettre en fin de compte de l'huile dans les rouages de l'entreprise. Que l'entreprise travaille mieux, elle fasse moins d'efforts et elle puisse mieux produire. L'ambition du cabinet, comme mon ambition personnelle, est de réinventer ensemble le monde du bâtiment, le monde du BTP en incluant bien entendu les travaux publics. L'objectif est de construire plus vite, de meilleure qualité et de façon plus économique. Le tout en sécurité et en amenant de la sérénité. Et tout ceci grâce aux lignes construction. Donc nous voulons réinventer quelque chose. Mais avant cela, il faut comprendre, pour améliorer un processus, il faut avoir un état zéro. C'est ce qu'on va faire tout de suite avec l'image du bâtiment. Quelle image aujourd'hui avons-nous du bâtiment? Tout d'abord des retards planning et de la consommation d'argent en fait. On transforme sur les chantiers des euros, des dollars en poussière parce que on a énormément de gaspillage, on s'attend, on a aussi de la non-qualité, on a des défauts, on a des choses qui ne sont pas acceptables. On a des mensonges, on se ment à soi-même, on ment aussi aux autres, on cache les problèmes et on ne dit pas la vérité. Ceci va engendrer très souvent, excusez-moi, des engueulades, des cris, voire des confrontations physiques. Ce qui est bien quand on fait du lean construction, c'est que très rapidement, on nous dit, mais en fait, sur mon chantier, il n'y a plus de cris en réunion, les entreprises arrêtent de se taper dessus et on a déjà une meilleure image, une meilleure collaboration. Les gens ne viennent plus avec la boule au ventre en réunion. Ça, pour moi, je ne peux pas l'entendre en fait. Que quelqu'un vienne travailler, gagner son pain quotidien en ayant du stress, mais c'est impossible. On ne peut pas travailler, on ne peut pas se lever le matin pour faire ça, quoi. Donc, il faut absolument changer cela. On va aussi consulter les dictionnaires pour savoir la définition du chantier. Le Robert nous dit que le chantier est un endroit où sont entassés des matériaux de construction. Le Larousse nous dit que c'est un lieu en désordre, avec l'expression « quel chantier ?» Et enfin, le petit Robert nous dit que c'est un lieu où règne le désordre. La synthèse de tout cela, c'est que le chantier, c'est un lieu de stress, de désordre et de non-qualité. Alors pourquoi? Pourquoi cela? En exclusivité mondiale, je vais vous présenter le chantier. Tadam! Voilà ce qu'est un chantier. Non, ce n'est pas une décharge, hein. C'est réellement un chantier de construction en France comme il y en a des dizaines. Ça ressemble à ça. Des matériaux, des matériels qui traînent. Pourquoi ils se sont retrouvés là? On n'en sait rien. Est-ce qu'on en avait l'utilité réellement sur le chantier? Est-ce qu'on les a déjà utilisés? Est-ce qu'on va les utiliser? On voit des choses qui ont rouillé. On voit des blocs de béton. Heureusement qu'on n'a pas encore des détritus alimentaires, mais on n'en est pas loin du tout. Est-ce que c'est dans cette zone qu'on doit réaliser des travaux ou est-ce qu'on est à côté du chantier? On n'en sait rien. L'important, c'est de faire ce constat-là. Et maintenant, je vais vous poser la question, dans quelles conditions voulez-vous travailler quand vous voyez ces deux images? Ces deux images existent parce qu'on les a pris en photo. C'est-à-dire que à gauche, quelque chose que j'ai très souvent vu dans ma vie professionnelle, c'est que du moment qu'il y a plus ou moins une palette au sol, on va commencer à y mettre des choses dessus. N'importe quoi, tout ce qui traîne. Et ça, c'est une zone de travail. C'est une zone dans laquelle il faut travailler avec la qualité attendue par le client. Est-ce que c'est une zone dans laquelle on va réussir à faire cela? Moi, je ne pense pas. Est-ce que c'est une zone dans laquelle on va réussir à travailler en sécurité? Je ne pense pas non plus. Il suffit que je porte un gros carton, une plaque de placo, je ne vois pas l'obstacle, je me prends les pieds dedans, je vais à l'hôpital. Aussi simple que ça. Donc moi, en tant qu'ouvrier, on veut me faire travailler dans une zone comme ça, je refuse. Par contre, on veut me faire travailler sur une zone dans laquelle on a réussi à sensibiliser les acteurs, à mettre un principe de ligne construction qui passe notamment par le 5S. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en revenir plus tard sur le 5S, mais ce sont des méthodes d'organisation, de nettoyage, de rangement, de tri qui font qu'on peut trouver des zones d'activité qui ressemblent à cela. L'objectif, c'est augmenter, en fin de compte, le confort des ouvriers dans leur travail.
Et donc là, ça donne très envie de travailler dans cette zone et surtout de rendre la zone dans l'état dans lequel on l'a trouvée et que notre collègue plombier électricien qui va suivre, ben, il puisse faire pareil et qu'ensemble, on puisse mettre en place le cercle vertueux de la propreté et du rangement, tout simplement. Je pense que les gens sur les chantiers, en général, chez eux, c'est quand même plutôt rangé et plutôt propre. Pourquoi sur le chantier, on accepte des décharges? Ils ne feraient pas ça chez eux, pourquoi le font-ils sur le chantier? Je fais une petite parenthèse pour dire que moi, personnellement, je ne m'attaquerai jamais aux hommes. Je ne m'attaquerai jamais aux personnes en tant que telles. Je m'attaquerai toujours au système. Qu'est-ce qui fait en sorte que les ouvriers n'ont pas nettoyé cette zone de travail? Est-ce qu'on leur a mis des bennes à proximité? Avaient-ils des informations nécessaires? Savaient-ils où mettre cela? Voilà. Plutôt que de se dire, c'est des nuls, ils rangent pas, merci, au revoir, allons plutôt chercher qu'est-ce qui en fait en sorte qu'on est arrivé au bout d'un moment à accumuler ces choses-là et à les laisser ici plutôt que les sortir du chantier. Et c'est comme ça qu'on va réussir à faire de l'amélioration continue. On fait un constat, on ne met pas tout de suite, on ne pointe pas tout de suite du doigt les entreprises, on va chercher la cause racine. Et peut-être que si on avait mis à cet étage une benne de DIB en disant ben, tout ce qui vous reste là, vous le mettez dedans et on nettoie les zones, peut-être que si on avait mis un balai à disposition, on peut tout imaginer. Voilà. Donc, on ne reste pas focus sur le fait que ce sont la cause des personnes et il n'y a que ça, et on va aller chercher un petit peu plus loin et vouloir traiter en profondeur les causes racines. On va continuer sur quelques chiffres. En reprise qualité, le pourcentage du chiffre d'affaires qui est utilisé en reprise qualité est de 10%. Ça, c'est déjà énorme. C'est-à-dire que on vous donne 100 pour faire certains travail, et sur ces 100, eh ben, on va vous en reprendre 10 parce que vous l'aurez consommé, parce qu'à la base, vous n'aurez pas fait le travail dans la qualité attendue. Donc, on va vous reprendre 10. Pourquoi? Parce que il va falloir payer l'essence pour vous faire revenir. Il va falloir peut-être casser ce que vous avez fait. Il va falloir peut-être recommander du matériel. Il va y avoir vos salaires en plus et une activité que vous auriez dû être ailleurs. Et tout ça va engendrer des pertes économiques pour l'entreprise. Si on s'était préparé bien au départ, si on avait anticipé certains problèmes et si on avait réfléchi avant d'agir, on aurait évité sûrement cela. Le deuxième point va être le temps gaspillé en pourcentage d'heures de chantier. Et là, on va être à 30%. Il y a 30% sur les chantiers qui sont gaspillés. Gaspillés parce qu'on va déplacer du matériel, parce qu'on va attendre qu'une zone se libère pour aller travailler, parce que on peut tout imaginer, hein, parce qu'on va avoir de la débrouille, parce qu'on ne va pas prendre en compte les idées des ouvriers et que la logistique ne va pas suivre. Voilà, il y a énormément aussi de gaspillage. Et l'un des gros gaspillages qu'on a, ça va être le déplacement des compagnons, des ouvriers sur le chantier. Et ça, on l'estime à 20% du temps. Dans la journée, il y a 20% du temps d'un compagnon qui aurait dû être de la production, qui va être du déplacement. Il va aller sur une zone de travail, il va appeler son chef. Est-ce que tu as des plans en fait pour le travail que je dois faire? Ah non, ils sont au bureau, viens les chercher. Il va retourner au bureau, il va aller chercher les plans, il va retourner, il va dire mais tu es sûr que c'est bien ça parce que là sur les plans je ne reconnais pas l'endroit. Attends, je viens. Il va venir, il va attendre, ils vont se déplacer. Oui, mais là maintenant j'ai plus les outils nécessaires et en plus on m'a piqué la perceuse. Ok, qui a la perceuse? Attends, je vais aller chercher. Ok, je dois aller à l'autre bout du chantier chercher la perceuse. Je reviens à ma zone de travail. Ah, mince, j'ai envie d'aller aux toilettes. Je suis au 10e étage en train de travailler. Je dois aller aux toilettes qui sont à la base vie, qui sont au rez-de-chaussée. Je vais devoir redescendre à pied tous ces étages-là. Les lifts sont utilisés que pour le matériel. Je vais devoir descendre et remonter. Donc, je vais faire énormément de déplacements. Et pourquoi? Tout simplement, quand on est lean manager, on ne se dit pas pourquoi on n'a pas directement gruté un toilette tout en haut. Comme ça, les gens qui sont en haut, ils prennent les toilettes d'en haut, ceux qui sont d'en bas, ils vont à la base vie, et comme ça, on évite de se déplacer pour rien. Une façon de se rendre compte de cette durée de déplacement, c'est de prendre le téléphone sur le chantier d'un des compagnons, des ouvriers, et de regarder l'application santé, celle qui compte les pas. Et là, on va se rendre compte, quand on fait ça, que nos compagnons sur les chantiers font des semi-marathons tous les jours. Tous les jours, 20 000, 25 000 pas.
Et après, on s'étonne que quand ils rentrent chez eux, ils soient fatigués. Mais c'est normal. Si tu te déplaces autant la journée, c'est normal que le soir, tu ne puisses rien faire et que tu sois cassé. Et c'est même dangereux pour ta santé de travailler autant, de te déplacer autant. Si on avait réfléchi par de l'anticipation et qu'on t'avait mis au plus près le matériel que tu vas aller chercher toute la journée, ben peut-être que tu te serais déplacé que 3 à 5 000 pas. Et ça, c'est énorme. Et tu vas gagner sur ta santé et sur ton confort de vie. Tout le monde a y gagné. Et l'entreprise va aussi y gagner parce que tu vas être les 20% où tu allais chercher du matériel à droite à gauche, ben là, ça sera des 20% où tu vas pouvoir être productif en plus. Enfin, la dernière chose, c'est la fréquence de dérangement du chef de chantier. Et là, c'est toutes les 6 minutes. Quand on n'est pas dans l'anticipation, on est dans la réaction. La réaction entraîne tout de suite un comportement de tout de suite maintenant, on a un problème, il faut le prendre. Le chantier, par nature, il faut l'accepter, ce sont des aléas qui vont se greffer tout au long du chantier, tout au long de la journée. Il va falloir pouvoir les absorber et continuer à apporter de la sérénité. Si nous sommes dans la réaction, c'est clairement, et je vais réutiliser cette image, une voiture qui est lancée à 130 km/h sur l'autoroute. Pourquoi 130 km/h? Parce que c'est la vitesse maximale autorisée. On ne va pas vouloir rouler à 200 et se mettre en danger et être hors la loi. On ne va pas vouloir, comme ça, pressuriser les ouvriers ou les compagnons pour rien. On va rester à 130 et on a une information comme quoi il y a un accident à 50 km. Alors, soit on est lean et on anticipe le problème, donc on prend la prochaine sortie, on va prendre un itinéraire bis et on va reprendre l'autoroute une fois qu'on aura contourné l'accident, ou soit on va être dans la réaction avec un brouillard devant les yeux, on va arriver devant l'accident, on va freiner, on va s'arrêter, frein à main, on va attendre que les urgences arrivent, puis après de déblayer la route et pour pouvoir repartir. Et là, ça va être une attente, un gaspillage pur et dur. On avait une information qu'on n'a pas pu comprendre, qu'on n'a pas pu mettre l'action nécessaire en face, et donc on s'est arrêté. Moi, l'objectif d'un chantier, c'est que ça ne s'arrête jamais. Quand on est arrêté sur un chantier, c'est qu'on n'a pas mal fait quelque chose, et donc là, il faut se remettre en question pour éviter cela plus tard. Ce n'est pas parce que le plombier est arrêté que le plombier est un nul. Ce n'est pas parce que l'électricien a eu un défaut que l'électricien est mauvais. C'est le système, à un moment, a fait en sorte que ces personnes-là ont dû s'arrêter. Comprenons le système, traitons les causes racines et nous éviterons cela dans l'avenir. Malheureusement, pourquoi en sommes-nous arrivés là dans le bâtiment aujourd'hui? Parce qu'on a toujours fait comme ça. Ça va pas plus loin, on va pas chercher plus loin que ça. On avance les yeux bandés et on avance toujours droit dans le mur. Les chantiers sont toujours compliqués, on ne réfléchit pas, on ne réfléchit jamais, on se remet jamais en question, on ne remet jamais en question nos méthodes de travail. Et c'est quelque chose qui est vraiment dommageable. Le lean, ça va être aussi une prise de conscience de ce qui fonctionnait mal et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Comment on pourrait faire ça? Simplement en proposant à nos collègues des roues circulaires plutôt que des roues carrées. Mais là, on va être confronté à la conduite du changement qui vont dire non, mais c'est bon, merci, au fait, on n'a pas le temps. Attends, on nous a mis du boulot jusqu'ici, on a trop de travail. Est-ce que c'est la faute de ces deux personnages qui n'ont pas le temps? Pas du tout. C'est la faute du système dans son ensemble qui a fait que ces personnes ont eu trop de travail à un moment donné et qui n'ont même pas le temps de prendre 15 minutes, 20 minutes, faire un pas en arrière, regarder leur outil de travail, regarder la façon dans laquelle ils travaillent pour voir les améliorations possibles, surtout quand on leur propose les bons outils. Et donc là, le Lean va aussi mettre l'accent sur le fait de prendre ce temps de préparation, ce temps aussi d'anticipation pour ne plus être dans la réaction. Les objectifs finaux vont être en fin de compte de construire en faisant moins d'efforts, dans la qualité attendue, dans la sérénité, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur ça, et dans les délais. Cependant, aujourd'hui, pourquoi ça ne marche pas sur les chantiers en général? Parce que tout d'abord, on a de multiples acteurs. On a beaucoup, en fait, on a des objectifs qui sont tous individuels. Chaque entreprise a des objectifs et on ne voit pas, en fait, l'objectif global qui va être de terminer le chantier
en respectant le délai et les coûts. Je vais prendre dans cette sensibilisation, cette formation, des métaphores footballistiques. Excusez-moi, je m'excuse auprès de ceux qui ne sont pas fans de football, mais je trouve que ça parle très bien. Dans une équipe de football, on a des joueurs et chaque joueur a un objectif précis dans sa tête. Gagner plus d'argent, changer de club. Et pour ça, il va vouloir faire augmenter ses statistiques, marquer plus de buts, des choses comme ça, des choses personnelles. Cependant, s'il reste coincé sur ça, ben en fait, c'est pas ça qui va se passer. Il va vouloir jouer personnel, comme on dit. Il va vouloir garder le ballon pour lui. Il ne va pas faire des passes. Il ne va pas construire du jeu avec son équipe. Et donc, l'équipe marquera moins de buts, va perdre plus de matchs et va peut-être même être relégué. Et donc, sa valeur va baisser et il aura perdu tous ses objectifs. Eh ben, pour une entreprise, c'est un peu pareil. Le plombier, l'électricien, le plaquiste qui va vouloir la jouer perso, ben, forcément, ça ne va pas marcher au bout d'un moment. Il n'y a rien de mieux qu'une équipe pour travailler, pour arriver à un objectif global. Et à la fin, le rayonnement de ça va vous retomber dessus, sur l'image de marque de votre entreprise. Cette entreprise s'est travaillée avec d'autres entreprises et ensemble, on a réussi à faire des choses extraordinaires qu'on n'a jamais fait. Donc, mettons en avant cette entreprise. Signons-lui les prochains contrats. Donnons-lui des prochains contrats, même si elle est un peu plus chère que les autres. Et là, on arrive sur le second point, c'est qu'aujourd'hui, le mode contractuel donne la priorité aux moins de 10 ans. Tu peux le faire à combien? 20 000, 10 000, 5 000? Allez, toi, 5 000. OK. Mais en fait, en disant ça, on ne se rend pas compte que peut-être que le 5 000, il va nous planter dans 2 mois. Et on aura eu l'impression de gagner de l'argent sur le coup, mais on va en perdre 10 fois plus. Parce qu'on va avoir beaucoup plus de retard. Le travail qu'il a fait, peut-être qu'il ne sera pas du tout à la qualité attendue, qu'il faudra le reprendre. Lui, peut-être qu'il aura bouclé la boîte, qu'il sera parti à l'étranger, on ne pourra pas se retourner contre lui. On va vraiment être dans la panade. Ce qu'on va vouloir faire dans l'e-construction, c'est créer des partenariats à long terme entre entreprises, clients, maîtrise d'œuvre. Cette entreprise est un peu plus chère, mais elle sait travailler, on sait comment elle travaille, et en plus, on est avec elle dans un processus d'amélioration continue. Ça lui permet en plus d'être un peu plus compétitive au niveau de ses coûts, parce qu'on lui fait gagner un petit peu plus d'argent en lui débloquant des sujets. Et c'est ça qu'on va vouloir souhaiter, cette notion de partenariat, c'est l'avenir du bâtiment en France. L'un des gros soucis qu'on a aussi, c'est les nombreux changements au cours du projet. On a tous entendu cette phrase d'un client, on a acheté le terrain, viens poser ta grue et viens me couler du béton. Oui, mais attends, les études ne sont pas terminées. Non, non, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Vous imaginez si sur un trajet de 400 km, vous partez sans faire le plein, eh ben, même vous partez avec la réserve, mais vous allez obligatoirement vous arrêter. Et imaginez, vous partez et vous êtes en pleine campagne. Et d'un coup, ben, vous tombez en panne d'essence en pleine campagne. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est parti précipitamment. On n'a pas réfléchi, on n'a pas fait le détour par la station-service. Ça nous aurait pris que 2 minutes, mais on va pouvoir peut-être prendre le vol qui va nous amener à l'autre bout du monde. En voulant faire gagner un petit peu de temps au début, en disant les études ne sont pas terminées, tant pis, construisons, ben ça va amener des coûts énormes ensuite. On va perdre énormément de temps à cause de ça. Il va falloir faire des choses, casser, reconstruire. Et en plus, le moral des ouvriers, quand ils doivent casser et reconstruire leurs ouvrages, peut-être qu'en plus, ils en étaient fiers au départ, ben, il n'y a rien de pire pour eux, quoi. C'est vraiment dommage. Prenons le temps de terminer bien les choses et de lancer la construction quand les études sont terminées. Peu de vision d'ensemble, on va être là dans un management au microscope sur les tâches. Et c'est vraiment dommage. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de la notion manager de chantier. Moi, quand je me vois manager de chantier, c'est parce que je vais réussir à faire le pas en arrière nécessaire pour avoir la vision d'ensemble, pour ne plus voir des entreprises individuelles, mais pour voir des équipes, pour voir des gens qui doivent travailler ensemble vers l'objectif commun qui est de terminer le chantier et de respecter les coûts et les délais. Et là, aujourd'hui, on se focalise sur des tâches, ce qui entraîne beaucoup de gaspillage parce qu'en fait, on ne voit pas les autres gaspillages qui sont là. Les flux logistiques qui sont mal optimisés, les flux de piétons sur le chantier, les flux de matériaux, par exemple. Enfin, le bâtiment a une faible culture d'amélioration, ce qui est réellement dommage.
on continue à cacher des problèmes, on n'est pas dans l'apprentissage, parce qu'on a toujours fait comme ça. En plus, on a cette phrase qui revient toujours, chaque chantier est un prototype. Cette phrase, il faut savoir l'entendre, comprendre, et donc trouver une solution à cela. Ok, chaque chantier est un prototype, certes, mais pas que. 80% des tâches sont récurrentes. Que vous fassiez un hôpital, un logement de bureau, un siège social, un centre commercial, un logement, un EHPAD, vous allez toujours avoir du placo au mur, vous allez toujours avoir des prises électriques, des interrupteurs, vous allez toujours avoir un WC, une douche, de la robinetterie, un sol, parquet, moquette, carrelage, un faux plafond, une préparation de support et de la peinture. On l'aura partout, tout le temps. Améliorons ces tâches-là, elles sont récurrentes sur tous nos chantiers. Aujourd'hui, on se concentre sur les 5% différents, parce que c'est pas un hôpital, mais c'est un EHPAD que je fais, tu vois, c'est pas pareil, hein, ça sera pas du tout pareil. Mais si, en fait, 80% des tâches, 90% des tâches seront les mêmes. Donc, restons sur cela, et ce qu'on va pouvoir faire sur un chantier, on va pouvoir le reproduire sur d'autres chantiers. Donc, améliorons tout de suite nos chantiers. Les limites, parce que je vous vois peut-être arriver, c'est que là, peut-être pour vous, je suis en train de vous vendre un petit peu du rêve en disant que moi, Alexandre, je mets mon chapeau de magicien, j'ai ma boule de cristal dans la main et je vous dis cela. Mesdames, messieurs, sous vos yeux ébahis, voici un moyen magique de réaliser vos chantiers parfaitement, le Lean Construction. Si un jour on vous dit cela, il y a une étiquette très facile à mettre sur ce genre de discours, c'est celle-ci. Imposteur. C'est faux. C'est pas ça la méthode. La méthode Lean Construction, la démarche Lean Construction, déjà, ce n'est pas des outils. C'est vraiment une philosophie, une manière de penser différente qui va s'appuyer sur l'implication, l'énergie, la positivité, l'anticipation, la transparence, la cohésion, la collaboration, le partage. Je peux continuer comme ça pendant des heures, des mots simples, mais qui nous donnent en fait, le résumé de tout ça, c'est le bon sens. Remettons du bon sens là-dedans. Dans nos vies privées, on a tous du bon sens, hein. On utilise tous le bon sens parce que notre temps privé, on y fait attention. C'est notre temps à nous. On sort du chantier en plus aujourd'hui avec les confinements, etc. On a une demi-heure pour faire les courses. Ben, vous allez voir, les courses, on va les faire, mais tip top. On va avoir une liste, on va savoir où aller. Ça va prendre 10 minutes et ça va aller très vite. C'est du bon sens, ça. Pourquoi on ne fait pas pareil dans le bâtiment? Pourquoi on fait pas, on ne se prépare pas avant de faire les travaux? Pourquoi on arrive, si je reprends la métaphore du supermarché, déjà on arrive quand il y a le plus de monde, on arrive en ayant faim, ça conseil personnel, ne le faites jamais parce que vous allez acheter n'importe quoi, et on ne s'est pas préparé. Donc on va arriver, on va être réellement dans la réaction, c'est pas ce qu'on souhaite. Donc l'objectif du Lean Construction, l'objectif sur le chantier, ça va être tout d'abord de mettre une vision. Alors là, j'ai créé une vision, moi, une vision personnelle, une vision qui me parle. Et j'essaye en tout cas de communiquer cette vision. Donc je vais vous la montrer tout de suite. On va voir si elle vous parle à vous aussi. Deux drapeaux. Je vous ai dit que j'étais fan de foot tout à l'heure, hein, mais moi quand je vois ça, France-Brésil, pour moi tout de suite, ça résonne dans ma tête comme France 98, 3-0. Et donc, l'objectif de 3-0, il va être important pour moi, c'est un objectif que j'ai créé, une vision très simple, mais qui résume en fait l'objectif de notre chantier. 3-0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire zéro accident, zéro retard, zéro réserve. Zéro accident, zéro retard, zéro réserve, ça veut dire ça va amener énormément de choses ensuite sur le chantier. Si on fait tout cela, on va avoir un chantier exemplaire, un budget qui va être respecté et la satisfaction client qui va être maximale. Et ça va être hyper important. Juste en se disant, c'est quoi mon objectif sur le chantier? Tous les jours, on va le placarder partout, on va le répéter. Ben, c'est juste de faire du 3-0. Zéro accident, zéro retard, zéro réserve. Et quand on s'est dit ça, eh ben, on va pouvoir ensuite mettre pas mal de méthodes, de démarches, une nouvelle façon de penser pour y arriver. Ça permettra d'arriver à toute cette satisfaction-là. L'objectif maintenant, c'est de faire ce 3-0, mais de manière sereine.
Alors là, j'ai une image qui n'est pas du tout Covid compatible. Je m'en excuse. Je m'en suis rendu compte il y a 3 heures. Je suis désolé. C'est une image qu'on voit très peu, qu'on voyait très peu avant sur les chantiers. C'est des gens avec cette cohésion qu'on va chercher. Comment on va pouvoir apporter de la sérénité sur le chantier? Ça va être un objectif qui, moi, déjà, m'est personnel. Et le bien-être au travail, c'est quelque chose qui me touche réellement. Comment va-t-on faire cela? 4 choses très simples. Anticipation, collaboration, transparence, partage. Anticipation, quand on sait qu'il y a un accident à 50 km et qu'on va pouvoir prendre la prochaine sortie, le contourner et repartir, ok, on est serein. On sait vers où on va. On a anticipé le problème. Collaboration, on peut compter sur les autres. On peut compter sur quand on est en difficulté, sur l'aide d'autrui. C'est très important. Sérénité. Transparence, ça a aussi amené de la sérénité. On ne se cache rien. On se montre tout. Et surtout, entre la direction de projet, que ce soit la maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage et les entreprises. Et enfin, le partage complet de l'expérience, du chantier, des problématiques, toujours pour anticiper les choses. Pour cela, par contre, il va falloir casser les silos. Casser les silos, ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le chantier, la maîtrise d'ouvrage est d'un côté, les OPC pilotes sont de notre côté, les entreprises de notre côté, et la maîtrise d'œuvre, ingénieur, bureau d'études, un corps de notre côté. Tout ceci ne peut pas fonctionner. On a vu que si on veut y arriver, il faut qu'on travaille tous ensemble. Donc, il va falloir casser tout cela. La prochaine diapo, je vous demande de bien vouloir, en tout cas quelqu'un ait le courage, et je l'en remercierai chaleureusement, de bien vouloir me dire ce qu'il voit sur cette image. Il n'y a aucun piège, ne vous inquiétez pas. Quand je vous montre ça, que voyez-vous? C'est très simple. Il suffit juste de réactiver votre micro, de me Ils dire... sont, je pense, un peu timides. Ah, Ouais, ah, Bonsoir. absolument. Ah, parfait. super. Du Bonsoir. coup, là, on a 4 personnes qui sont sur un chantier Ouais, et qu'on les voit bien, qui s'entendent bien en fait. ok, parfait, je suis d'accord. Alors, est-ce que Voilà. ces personnes-là, d'après vous, elles travaillent dans la même entreprise ou est-ce que ça peut être des entreprises différentes? Et ça, je pense que ça peut être des entreprises différentes. D'accord? Et après, je sais pas. Ok, c'est exactement ce que je voulais entendre. Maintenant, vous allez rester avec nous, s'il vous plaît. Je vais vous montrer une deuxième image et vous allez me dire tout de suite ce que vous voyez tout de suite. Cette image-là. Une équipe de foot. Voilà. Et là, le mot a été dit, une équipe. Ce que je voulais vous montrer, c'est que d'un côté, on voit des gens qui travailleraient ensemble, mais on ne voit pas une équipe. Et quand on voit du foot, ben, tout de suite, on voit une équipe. On voit tout de suite objectif commun, marquer des buts, gagner le match, gagner le championnat. Et là, à gauche, tout de suite, on ne s'est pas dit qu'on a vu une équipe. C'est quand même hyper important de se dire que... Oui, je viens de comprendre. Super, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour pour votre participation. J'espère qu'à la fin, Merci à vous pour le temps. avec plaisir, Merci à vous pour le on va continuer. Merci à vous. Je vais continuer, et je suis encore désolé pour les personnes qui n'aiment pas le foot, ça pourrait être notre sport. Je vais prendre toujours des parallèles avec d'autres disciplines. Je vais vous montrer comment on peut manager son chantier, comment on manage une équipe de sport. Parce que, je vous dis, l'équipe, les entreprises, ce sont une équipe, les footballeurs, ce sont une équipe. Donc, il doit y avoir une certaine cohérence entre marquer des buts et finir un chantier. C'est ce qu'on va voir. L'objectif premier, tout d'abord, on va dire, ça va être de collaborer. Donc, pour le football, on va souhaiter gagner des matchs. C'est comme ça qu'on va réussir, on va gagner des matchs. Et pour le chantier, on va vouloir réussir le chantier, finir au mieux le chantier. Ça va être l'objectif principal. Pour cela, au football, on va vouloir marquer des buts. On ne va pas gagner le match 0-0, on est d'accord, on va vouloir marquer des buts. Pareil pour le chantier, on va réussir ça comment? En finissant des zones. Si on ne finit pas des zones, on finira jamais le chantier. Donc, je pense que vous êtes aussi d'accord avec cela. Et enfin, pour marquer des buts au foot, ben, il faut jouer collectif, il faut se faire des passes. Et ben, sur le chantier, on va planifier ensemble les tâches.
Et c'est ça le collectif. C'est le collectif qu'on va aller chercher dans la planification collaborative des travaux. Et pour cela, on va avoir certaines personnes qui vont être à côté de cela pour faire jouer au mieux les joueurs ou l'équipe sur le chantier. Ça va être tout d'abord l'entraîneur pour le football et donc le pendant, c'est le coach lean pour la construction, avec un staff technique pour le football et une équipe projet MOA, MOE qui va être là au service des entreprises pour que les entreprises puissent produire du mieux qu'elles le peuvent. Et enfin, ça va être du management visuel, des supports visuels. Sur le football, on va utiliser des magnettes où on a dessiné un terrain pour travailler les stratégies, les corners, les coups francs, la stratégie, la formation, le 4-4-2 peut-être. Et bien, sur le chantier, ça va être pareil. On va avoir des panneaux, on va avoir des post-it et les entreprises, entre elles, elles vont planifier les tâches, tout simplement. Donc, l'objet, c'est pas le post-it. Hein. L'important, c'est pas le post-it. L'important, c'est la discussion entre le plombier qui va mettre son post-it ici et le plaquiste qui va mettre son post-it juste après. Et là, ils vont discuter entre eux. Et peut-être qu'ils vont se dire, mais attends, monsieur plombier, tu veux pas te décaler de un jour? Ça me permettrait d'être un peu plus serein dans ma zone. Très bien, faisons comme cela. Et en plus, si je fais ça, si je me décale de un jour, tu me laisseras la zone propre. Ah ben oui, bien sûr, j'aurai le temps de passer le coup de balai. Parfait, partons sur cela. N'oublions pas que nous sommes dans une démarche commune. La démarche commune, c'est que si des gens sont en train de vider de l'eau du bateau pour ne pas couler, et que nous, on est de l'autre côté, ben, si on ne les aide pas, on va forcément couler. On est interconnectés tous ensemble. N'oublions pas que nous sommes tous dans le même bateau, que ce soit dans un bateau physique, que ce soit dans une équipe de football si on ne joue pas collectif, ou que ce soit dans une entreprise si on se tire dans les pattes. On ne pourra y arriver que si nous allons tous ensemble dans la même direction. Nous allons maintenant faire un point et l'opposition entre le système classique actuel et le système Lean Construction que nous proposons. J'ai mis un petit disclaimer en haut avec un panneau attention pour vous dire de toujours faire la différence entre le processus et les hommes. Ça va être quelque chose de très important. Les personnes qui sont à gauche, qui utilisent un Gantt, planning Gantt qui est énorme, qui sont obligées de se coller la tête contre le papier pour pouvoir lire les tâches, et je pense qu'ils ont des difficultés à planifier leurs tâches, ce ne sont pas de la faute à eux. Ce ne sont pas eux qui sont nuls. C'est réellement le processus, c'est le système qui a voulu que ces gens-là utilisent ce type d'outil. À droite, par contre, nous avons un outil Lean qui est le LPS, Last Planner System, qui est utilisé par des gens de chantier, ça se voit à leur accoutrement, à leur casque sur le chantier, à leur casque sur la tête, et qui vont planifier ensemble leurs tâches. À gauche, on a peut-être un plombier, à droite, un électricien, et en collant leur post-it, ils vont discuter entre eux. Le post-it, c'est juste le prétexte pour amener la discussion. Si demain, c'était des Lego, si demain, c'était des pièces de monnaie, j'en sais rien, on le ferait comme ça. Le post-it, c'est juste planifier et discuter ensemble. Donc, le système classique d'un chantier, on va définir un projet, on va planifier des travaux, on va faire des réunions de chantier et on va exécuter des travaux. OK? Le système Lean Construction, la définition du projet va être optimisée, la planification des travaux va être collaborative, on va rajouter une brique suivie de préparation à l'intérieur pour préparer les travaux qu'on a planifiés. Ensuite, on va avoir à la place de la réunion de chantier un pilotage hebdomadaire collaboratif. La collaboration est très importante. Et enfin, l'exécution des travaux sera supervisée. L'objectif de tout ça est de fiabiliser collaborativement le planning qu'on a construit ensemble. Le planning a été construit par les entreprises et pour les entreprises. Et on va aussi se permettre de gérer une marge pour aléa. Qu'est-ce que c'est une marge pour aléa? Sur un chantier classique, on voit que le planning d'abord est imposé aux entreprises. Monsieur électricien, tu vas travailler cette date-là et pas autrement. Donc chaque entreprise va prendre de la marge dans la durée de ses travaux. Si monsieur électricien, qui est la tâche numéro 1, a 3 jours de travail dans la zone, il va nous dire 3 jours de travail plus 2 jours de marge. Et il va fondre ça dans j'ai 5 jours de travail dans la zone. OK. Comme dans 90% des cas, tout va bien se passer et monsieur électricien va mettre que 3 jours dans sa zone. Et donc, mercredi soir, il part,
Et jeudi et vendredi, la zone est vide. La zone, moi j'appelle, elle est morte. Personne ne va travailler dedans. On aurait pu, si on avait anticipé les choses, faire travailler quelqu'un dedans, mais non, là elle reste vide et le plombier, il travaillera que le lundi suivant. Donc, toutes ces petites marges entraînent des temps morts sur le chantier et un risque de dérapage de la date de fin. Parce qu'en fait, on ne se sécurise pas le planning en faisant ça. L'objectif du Lean Construction, ça va être de récupérer toutes ces petites marges, de les mettre ensemble à la fin du chantier et de pouvoir piocher dedans. Parce que dans le Lean Construction, le planning est construit collaborativement avec tous les acteurs, par eux et pour eux. Les entreprises indiquent des temps de tâches optimisés, temps de travaux optimisés. Monsieur plaquiste, monsieur électricien, merci beaucoup pour vos 3 jours. Ne nous donnez pas 5, on vous remercie de nous avoir donné 3. C'est optimisé, on va rester sur ça. Et les 2 qu'il y avait en plus, on va le mettre à la fin. Ne vous inquiétez pas, on pourra tous piocher dedans s'il y a besoin. Et donc, la marge est cumulée à la fin pour éviter les temps morts et servir de marge pour aléa pour l'ensemble des acteurs du projet. Monsieur électricien qui nous disait en général qu'il avait 3 jours de travaux. Imaginons que maintenant, ça se transforme en 5 jours. Il passe une semaine parce qu'il y a eu des aléas qui ne sont pas de son propre fait. On lui dira, merci monsieur électricien d'avoir joué le jeu et nous avoir donné à la base des temps optimisés. Nous acceptons de piocher 2 jours supplémentaires et de vous les donner pour absorber les aléas que vous avez eus. En général, sur un chantier, nous avons entre 2 et 3 mois de marge pour aléas. On va dire qu'on va en consommer 1 mois parce qu'il y a eu des aléas, il y a eu des tempêtes, il y a eu des intempéries. Il y a peut-être eu le plombier qui s'est fait planter par son sous-traitant, il ne pouvait rien y faire, et donc il a dû trouver un sous-traitant en urgence, et il y a eu un certain petit retard. Et donc, il va nous rester 2 mois. Sur les 3 mois, on en a pris 1, il va rester 2 mois. Et là, on va appeler notre client, ils vont dire, ben voilà, on a terminé le chantier, 2 mois avant la date de fin, est-ce que ça vous intéresse de réceptionner tout de suite votre bâtiment? Ben oui, bien sûr. Je vais appeler mes acquéreurs, ils vont être très contents. Ils vont pouvoir déménager avant et prendre possession de leurs biens 2 mois avant. Et là, tout le monde est satisfait. Quand on va avoir besoin de travailler sur un autre projet, on dira, ben attendez, là, l'électricien, le plaquiste que j'avais sur ce projet-là, ils étaient top. Et grâce à eux, on a gagné 2 mois sur le planning, quoi. Et c'est ça, toute la notion de partenariat à long terme qu'on va vouloir faire. Donc, si je reviens sur la définition du projet, le système actuel, comment ça se passe? C'est des échanges de mails dans tous les sens. On a un client, on a un architecte, on a des ingénieurs, on a souvent une assistance maîtrise d'ouvrage. Tous ces gens-là vont communiquer par email dans tous les sens, s'échanger. Une fois je suis destinataire, une fois je suis en copie, une fois j'ai été oublié, j'ai pas eu l'information. C'est réellement dommage. Est-ce qu'on va acter des décisions comme cela? Je pense pas. Est-ce qu'on va voir le retard que l'on prend avec ce fonctionnement? Je pense pas non plus. Le système Lean, ce qu'il propose, c'est plutôt une animation une fois par semaine. Retrouvons-nous ensemble une fois par semaine avec un support mural. Ça peut être un écran, ça peut être un management visuel, où on va ensemble faire de l'intelligence collective, faire remonter les bonnes idées de chacun, faire du suivi de points bloquants et surtout acter des décisions. Comme on est tous ensemble ici, on va acter des décisions pour tenir notre planning qu'on s'était donné, notre feuille de route et permettre de lever le maximum de points bloquants pour qu'ensuite il y ait le moins de sujets possible et apporter le maximum de sérénité. On arrête de s'envoyer des mails toute la semaine dans tous les sens. On travaille la semaine de notre côté et on débriefe ensemble le jeudi à 9 h, de 9 à 11, ensemble, et on se redonne les nouveaux points, les nouvelles actions pour la semaine suivante, tout simplement. Pareil pour le planning. L'OPC qui va créer le planning, il va le créer de son côté, peut-être tout seul chez lui. Il va appuyer sur un bouton de son ordinateur et ça va le diffuser à toutes les entreprises. Ce qui est réellement dommage parce que qui connaît le mieux le chantier, ce sont les entreprises qui vont le construire. Ce sont elles les expertes. C'est elles qui peuvent tout de suite dire, attends, ça fonctionnera pas. Là, je ne peux pas être en coactivité avec celui-ci. Là, j'ai des prérequis qui n'ont pas été pris en compte. Dans le Lean Construction, c'est ça qu'on va vouloir voir. C'est l'intelligence collective en réunissant tout le monde autour de la table. Messieurs les entreprises, vous avez été conviés pour qu'ensemble, nous créions le planning, pour qu'on prenne en compte tous vos prérequis et qu'on valide ensemble le meilleur processus pour atteindre notre objectif, le 3-0, zéro accident, zéro retard, zéro réserve, qui va guider tout notre chantier. Par contre, pour faire cela, il va falloir découper le chantier en plusieurs zones, ce qu'on va appeler le micro-zoning.
Alors, il faut partir sur des zones d'environ 150 mètres carrés. C'est une zone qui donne assez de travail. On va éviter maintenant de donner au plaquiste tout un niveau. Monsieur plaquiste, tout un niveau, il va prendre le niveau pendant 2 mois et on ne va pas avancer en fait. Alors qu'on peut gagner beaucoup de temps si on découpe des micro-zones. Monsieur plaquiste, tu vas travailler dans un appartement, tu vas passer dans l'autre appartement et on va faire rentrer monsieur plombier juste derrière toi. Et vous allez tous vous suivre comme ça, les uns derrière les autres, comme un jeu de la marelle avec des sauts de puce en fait. Donc, c'est ce qu'on va voir sur un exemple pour vous montrer, sans pressuriser les gens, sans demander de travailler en 2 ou 3/8, qu'on peut gagner déjà du temps juste en redéfinissant des zones plus petites de travail. L'exemple, c'est un bâtiment, un immeuble de 4 niveaux, 4 logements par niveau, 3 entreprises se succèdent et chacune a 4 jours de travaux par niveau. La durée du chantier donnée par le client est de 25 jours. Messieurs, je vous donne 25 jours pour réaliser les travaux. Très bien. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Monsieur plaquiste, en jaune, il va arriver dans la zone et il va travailler 4 jours. Il avait 4 jours par niveau, c'est ce qu'on voit ici. Ensuite, monsieur plombier va rentrer, 4 jours aussi, et monsieur électricien, pareil. Donc, on va extrapoler ça sur l'ensemble des zones. Ça va nous donner ceci. Monsieur plaquiste termine une zone, passe à la suivante, ensuite à la suivante, et enfin à la dernière. Donc, en faisant ça, nous avons terminé les travaux en 24 jours, et nous avons réussi à gagner 1 jour sur le délai du client, ce qui nous fait un bilan de 24 jours de travaux et 1 jour de marge pour aléas, pour absorber les aléas du chantier. Là, on pourrait se dire qu'en fait, le client nous donne 25 jours et on en met que 24. On est bon. Pourquoi aller plus loin? Pourquoi chercher à vouloir continuer? En fait, parce que l'amélioration continue, comme on dit, c'est un voyage, c'est pas une destination. On peut toujours faire mieux. Donc là, maintenant, on va se dire que on va découper pas par niveau, mais par logement. On a 4 logements par niveau, donc on va rentrer dans une granulométrie qui va être plus fine. Et donc, ce qu'on va voir, c'est que les entreprises maintenant vont travailler par logement. Monsieur plaquiste avait 4 jours par niveau. Comme par niveau, on a 4 logements, ben, ça fait 1 jour par logement. Donc, il va travailler sur le premier logement le jour 1, puis le jour 2, monsieur plombier va rentrer, et le jour 3, monsieur électricien. Monsieur plaquiste, lui, sera passé à la zone numéro 2, et ainsi de suite. Donc, le niveau 1, on l'aura terminé en 6 jours. Je vais extrapoler ça sur tout le chantier, et on arrive à 18 jours. Et donc là, d'un coup, on s'est dégagé une marge pour aléa beaucoup plus conséquente, sans pressuriser les entreprises, sans leur demander de faire du 7h, 23h, sans leur demander de faire du 2-8, 3-8, juste en redéfinissant les zones de travail. Le bilan va être qu'on a mis 18 jours de travaux pour réaliser les tâches alors qu'on nous en avait donné 25. On a 7 jours de marge pour aléas pour permettre d'absorber tous les aléas qu'on va avoir sur le chantier, ce qui va nous dégager de la sérénité. Et donc, on a mis 6 jours de moins par rapport au principe classique, très simplement. Ce qu'on va voir ensuite, c'est la création des séquences avec les entreprises. On a dit que le planning, on le construisait avec les entreprises. Pour cela, il faut rencontrer les entreprises, travailler ensemble et leur faire écrire l'histoire du chantier sur le mur avec des post-it. Ceci va permettre de faire des compromis et des consensus. Elles vont discuter entre elles et avant même le début des travaux, quelquefois 2 ans, certaines 2 ans avant qu'ils commencent à faire les travaux, on a déjà réglé pas mal de problèmes. On s'est tous mis d'accord parce qu'on était tous autour de la table face au mur et on a collé des post-it. Et ça va nous donner un planning, ce qu'on appelle planning géotemporel ou planning chemin de fer, qui va venir à la place du planning Gantt. Et donc, sur un projet où on a quand même 3 bâtiments, c'est un projet quand même qui est assez important, on a plusieurs dizaines de logements là-dedans, ben, on voit qu'on a un planning qui tient sur une feuille A3, tout simplement. On voit très bien les enclenchements, on voit très bien le rythme du chantier, on voit très bien que les entreprises passent d'une zone à l'autre et avancent comme celle-ci. Et ça, c'est réellement un vrai plus, parce que tout de suite, on comprend les enclenchements. Quelqu'un qui ne connaît pas le chantier, on lui donne ça et on lui dit, OK, bon alors là, je vois tout de suite que le chapiste, il a des gros blocs parce qu'il travaille sur 2 niveaux, et ensuite, les entreprises, elles travaillent par zone. Et donc, on les voit passer d'une zone à l'autre et se suivre au fur et à mesure. Et donc là, on arrive en plus à voir à la semaine, au mois, des tâches et des grands enclenchements de notre chantier. Une fois qu'on a fait cela, avec les entreprises, c'est très bien. Avant les travaux, il va y avoir une étape nécessaire, ça va être la préparation, le suivi de préparation.
Sur le chantier classique, ça va être absent. On a fait un planning un peu tout seul. Maintenant, on va attendre que les entreprises arrivent et travaillent. Ben, c'est dommage parce que les entreprises, on aurait pu les aider à mieux se préparer, à faire en sorte qu'on soit sûr qu'elles aient plusieurs choses, notamment le contrat signé, des plans validés, le matériel nécessaire, est-ce qu'ils ont passé leurs appros, leurs commandes, est-ce que les échantillons ont été validés. Et ça, c'est le temps entre la diffusion du planning et les travaux qu'on va prendre pour faire cela. On va opérationnaliser, c'est ça le mot, les travaux. On va rendre opérationnels les travaux, la feuille de route, le souhait qu'on s'était dit. Et pour ça, on va juste avec un système de feu vert, feu rouge, hein, très bête, binaire. Feu rouge, ça marche pas, il faut continuer à trouver l'enclenchement, à trouver la chose qui déraille. Feu vert, on y va, c'est bon, on est sécurisé. Et là aussi, pareil, 6 mois, 1 an avant le début des travaux, on va avoir que des feux verts. Et donc là, c'est une sérénité énorme pour nous, pilotes, pour le client ou pour les entreprises. Et ça va permettre d'éviter une réunion de chantier qui se passe comme ça. On se prend les mains dans la tête, on se tient la tête, on réfléchit, on se fait crier dessus, on nous demande de travailler pour le lendemain alors qu'on n'est pas prêt, on nous dit qu'on est en retard alors qu'on n'a pas commencé les travaux, et c'est un réel problème ça. Il n'y a aucune cohésion, aucun partage, on continue à taper sur les entreprises. Nous, ce qu'on va vouloir faire dans le Lean, c'est ça, c'est planifier ensemble les travaux et discuter. On voit aussi en termes vestimentaires qu'à gauche, sur la photo, le système classique, c'est plutôt des gens qui sont en chemise, on voit même une cravate, plutôt bien habillés. On pourrait dire que ce sont des chargés d'affaires, voire des chefs d'entreprise. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est avoir les gens qui fabriquent, les gens qui créent avec nous, les gens qui connaissent le mieux l'objet à construire. On va vouloir voir du bleu de travail, des vestes orange, jaunes, des casques de chantier, parce que c'est là où on va voir l'information la plus fine, la plus réelle. Et pour ça, c'est pas difficile. On va mettre un support au mur avec certaines règles, certains indicateurs, et on va donner à chaque entreprise une couleur de post-it. Et ensuite, elles vont mettre des post-it et planifier ensemble. Et une fois qu'on aura fait cela, on aura réussi ce qu'on voulait. Notre souhait, c'était de nous donner de l'air, de nous donner de l'anticipation, de voir l'accident qu'il y aura à 50 km pour pouvoir tout de suite prendre les bonnes décisions, débloquer des choses pour l'éviter ou pour faire en sorte qu'il n'y soit plus. En résumé, et je vais terminer sur ça, le Lean Construction, qu'est-ce qu'il permet? Il va permettre de fiabiliser le coût et le délai de l'opération. Nous allons gagner en sérénité par l'anticipation des problèmes susceptibles de ralentir le chantier, garder à l'esprit la voiture à 130 km/h sur l'autoroute, ou si on anticipe les bons problèmes, on va trouver des itinéraires bis. On va pouvoir collaborer pour trouver des solutions ensemble. On ne dit jamais en tant que lean manager ou même en tant que client ou maîtrise d'œuvre quelle est la solution. On va vouloir faire émerger la solution globale, la moins pire, j'ai envie de dire. Il n'y a jamais de bonne solution, de mauvaise solution. C'est la solution qui nous ira le mieux dans le contexte dans lequel nous sommes. Pour cela, on va vouloir améliorer la performance du chantier, sécurité, qualité, productivité. On va vouloir apprendre. Un chantier lean, c'est un chantier qui apprend vite. Un chantier performant, c'est un chantier qui apprend vite. Et enfin, partage de l'information, transparence et surtout ne pas rejeter sa responsabilité sur celle des autres. Parce qu'on ne va pas être dans un système, si tu as fait une erreur, dis-le nous, on va l'accepter. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est une mauvaise nouvelle annoncée tôt est une bonne information. Cette phrase, je vous laisserai réfléchir sur ça, elle est très très importante. Pour moi, une mauvaise nouvelle annoncée tôt est une excellente information. En réunion de chantier, je dis, mais donnez-moi vos mauvaises nouvelles, mais le plus tôt possible. Comme ça, je vais pouvoir le traiter. Et le jour où ça va arriver, on sera serein parce qu'on aura trouvé la solution à cela. Et donc là, c'est très important. En ne tapant plus sur les personnes, en ne pointant plus du doigt les personnes, mais plutôt le système, on va comprendre le dérèglement, la cause racine, traiter la cause racine pour trouver les bonnes solutions ensuite. Voilà. Je vous propose maintenant d'échanger, de me faire vos retours, vos questions sur ce que vous avez pensé, si vous avez des interrogations ou pas sur cela. Alors Alexandre, déjà, je tenais à te dire que un des participants, en tout cas, te remercie pour les exemples très clairs.
de ta Parfait. présentation. Bon, ben, merci beaucoup. Alors, juste si je peux permettre, le temps que vous cherchez peut-être une question ou un commentaire, vous donnez mes coordonnées et vous essayez de vous dire de me rajouter sur LinkedIn, parce qu'en fait, sur LinkedIn, pour moi, c'est la plateforme parfaite pour pouvoir échanger sur ce genre de sujet, parce que j'essaye moi-même de publier du contenu, de publier des exemples, de publier, d'échanger avec mes confrères sur des bonnes choses, sur des choses qui se font dans l'industrie, dans la santé, qu'on pourrait appliquer au bâtiment. Et on peut aussi, avec un système de discussion instantanée, vous et moi, peut-être demain, échanger sur le lean construction, le lean en général. Vous pouvez aussi donner mes coordonnées à l'un de vos professeurs, par exemple, qui a un peu cette fibre innovante et qui aimerait aller peut-être un peu plus loin. Peut-être pas pour votre année à vous, mais pour les prochaines années, en disant que l'avenir, c'est peut-être se poser les bonnes questions et réfléchir avant d'agir. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui osera prendre la parole? Peut-être pas. Est-ce qu'il Peut-être y a que des c'était tellement questions? clair. Non? C'était peut-être tellement clair et tellement bien qu'il n'y a même plus de commentaires à faire. Non, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé la petite réflexion finale sur le fait de toujours dire en avance quels sont les problèmes et quelles sont Ouais, les une mauvaise nouvelle annoncée tôt est une bonne mauvaises nouvelles. information. Mm, Ça, il faut le placarder. Il faut le placarder chez vous, si vous avez des enfants. Il faut le placarder sur les chantiers. Il faut le placarder dans votre bureau parce que on peut tout accepter, on peut tout entendre du moment que c'est pas du jour au lendemain. Dans un mois, j'aurai tel problème. Ok, on va s'organiser pour trouver la bonne solution. mm. Et là, on est ligne. Alors, on a Simon qui nous dit que de son côté, tout a été très clair. Donc, je pense Merci que beaucoup, c'est... Simon. J'espère avoir donné l'envie, en tout cas, à Simon et aux autres de continuer la réflexion dans le Lean Construction et que demain, quand ils seront sur les chantiers, quand ils seront en entreprise, de faire le pas en arrière, de prendre conscience de l'environnement et de mettre en place des outils très simples, du bon sens, de l'anticipation pour ne plus faire les mêmes erreurs qu'hier. Et là, je pense que j'aurais réussi ma mission et j'aurais réussi le fait d'être parti d'Allemagne pour changer la construction en France. Bon, je crois que nous avons encore aussi Anthony, Wissel, qui nous disent que voilà, ça a été très clair et très intéressant surtout. Parfait. Donc, pas de questions, mais je pense qu'il y aura Merci peut-être des beaucoup. retours si plus C'est tard, ça. quand ils pratiqueront, peut-être qu'ils auront des questions. C'est ça. Et même, il faut digérer cette information-là. Ça a été quand même assez dense. Prenez le temps de la digérer. Vous pouvez me recontacter dans une semaine.